Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Voilà, chaque fois vers la fin de l'année, on fait toujours des bilans. Cette année, on ne fait pas l'exception. Bon, notre rédaction a sélectionné en réalité 4 thèmes sur l'année passée 2015. Ces 4 thèmes ont beaucoup changé la Chine. Ces 4 thèmes, c'est la finance, la diplomatie, l'économie et la lutte anticorruption. Aujourd'hui, nous allons parler de la finance. Dans la finance, la Chine, cette année, a fait beaucoup de choses. Il a créé la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Il a créé aussi son système de paiement international. Et renminbi est entré dans SDR. Ainsi, la Chine a réalisé un grand pas vers l'internationalisation de sa monnaie. Qu'est-ce que tout cela va signifier? On va demander à nos invités. Ding Yifan, économiste et politologue, et Richard Artz, journaliste français. Nous allons regarder, nous allons voir ensemble, est-ce que la Chine est devenue aussi un pays financièrement émergent? Voilà, avant de commencer notre discussion, je vous invite à regarder un reportage sur l'année passée du point de vue financier. On se retrouve juste après. Le 1er octobre 2015, la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, annonçait l'inclusion du renminbi à compter du 1er octobre 2016 dans le panier des monnaies de référence du FMI. La monnaie chinoise deviendra la 5e devise comprise dans le panier des DTS, avec le dollar américain, l'euro et avec une valeur supérieure au yen japonais et à la livre sterling britannique. Le 8 octobre 2015, la Banque populaire de Chine a lancé le nouveau système de paiement CIPS qui a pour but d'augmenter la liquidité du yuan sur les marchés financiers à travers le monde. Le CIPS va utiliser le même format d'échange que les autres systèmes de paiement internationaux comme le SWIFT, ce qui permettra au yuan d'être utilisé dans les accords dominés actuellement par le dollar. Une nouveauté qui marque une étape importante dans l'internationalisation du yuan. Autre progrès, la Chine possède désormais 19 centres de paiement offshore. La BPC a signé des accords avec les banques centrales de 33 pays pour des échanges de devises d'un montant total de 30 milliards de yuan. Autre étape importante, le 29 juin 2015, plus de 50 États fondateurs ont signé à Pékin l'accord entérinant les statuts de la Banque asiatique de développement lancée à l'initiative de la Chine. Dotée d'un capital de 100 milliards de dollars, la Banque asiatique doit être opérationnelle d'ici janvier 2016 et contribuer à financer des infrastructures en Asie, une région où les investissements dans ce domaine font souvent défaut. Voilà, on va parler de la finance. Finance en 2015 pour la Chine, c'est une grande année, une année importante. Bon, mes deux invités, Ding Yifan, vous êtes économiste, que les téléspectateurs, je crois que vous connaissez déjà très bien, vous êtes diplômé de Sciences Po à Bordeaux des années 80, et puis vous êtes journaliste, correspondant des années 90, et aujourd'hui vous êtes directeur de l'Institut des recherches sur les relations, sur le développement mondial. Voilà. Et vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages concernant l'économie, la monnaie surtout, etc. Et merci d'être venu. Et bienvenue. Voilà. Et Richard Artz, vous êtes journaliste. Vous commencez votre carrière très tôt à RTL et vous travaillez pendant très longtemps dans les médias français. Et aujourd'hui, vous êtes correspondant de Parisien à Pékin. Vous êtes un spécialiste des problèmes asiatiques et surtout la Chine. Et bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà, ma première question pour vous deux, c'est, puisqu'on fait un bilan sur les finances de la Chine de 2015, la Chine en fait fait beaucoup. Hein, il a créé une banque d'investissement dans les infrastructures. Oui. Il a créé son système de paiement SWIFT, c'est ça? Non, c'est CIPS. CIPS, voilà, CIPS, pour international. Faut pas se tromper. Et puis il a
la monnaie chinoise est entrée dans le panier FMI. Voilà. Bon, que signifie cette année 2015 pour vous deux? Est-ce que la Chine entre dans le rang d'un pays financièrement émergent, même un grand pays financier? Voilà. Qui est-ce qui veut commencer? Non, cette année, la Chine, oui, a connu des événements assez importants dans le développement financier. Eh bien, vous avez mentionné des problèmes de la monnaie chinoise. La monnaie chinoise est devenue une monnaie assez importante. Mais cette année, il ne faut pas oublier que cette année, la Chine a traversé des périodes de turbulence de son marché financier. Oui. Ça aussi, cela montre que, financièrement parlant, la Chine a encore des faiblesses. Oui. La Chine n'est pas... La bourse de Shanghai a chuté plusieurs reprises. Les autorités officielles de Chine ont encore du mal à mesurer le contrôle et les avantages de la libéralisation du marché financier. Donc, et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut encore un certain temps pour que la Chine se familiarise avec le marché financier et avec son statut de puissance financière. Donc la Chine est encore un élève dans le domaine financier, un bon élève peut-être. Oui, mais quand même, elle a beaucoup progressé économiquement depuis 25-30 ans. C'est devenu la deuxième économie au monde. Et on voit bien que, par exemple, du côté du FMI, on a décidé d'en tenir compte en faisant rentrer le yuan dans le panier des monnaies internationales. Donc ça, c'est quand même... indépendamment de tous les remous qu'il peut y avoir, une façon de faciliter le développement du yuan à l'international. Hein. Et notamment, le yuan va se retrouver dans les réserves d'un certain nombre de banques mondiales, parce que ces banques mondiales veulent diversifier leurs avoirs. Et ce sera important d'avoir du yuan. Et je regardais, aujourd'hui, la part du yuan dans les réserves des banques, elle est pas si importante que ça, elle est de 1,4%. Donc, le dollar et l'euro. Oui, mais on prévoit que dans les 6 ans qui viennent, ça devrait passer de 1,4% à 10%, ce qui est quand même une progression importante. Et un chiffre qu'il faut avoir bien en tête, j'ai vérifié tout ça hier, c'est que le yuan, c'est la 5e devise dans le monde, utilisée pour les paiements internationaux, 5e devise, avec 2,4% des transactions. Sachant que, par exemple, pour le dollar, c'est 43%, et pour l'euro, c'est 29%. Et après, donc, c'est ça ne peut que... non, il y a la livre sterling qui est avant, et le yen est un petit peu au-dessus de 3-4, je crois. Enfin, donc, pour le yuan, je crois qu'il n'y a qu'une perspective de développement maintenant. Il est dans une position plutôt intéressante tant que l'économie, ça on va en parler, chinoise se développe bien. Et ce sera moins sans doute avec les exportations que l'économie chinoise va se développer. Donc c'est très loin de dire que dans le futur il y aura 3 monnaies, dollar, l'euro et yuan, un triangle. On ne peut pas dire non plus que du point de vue financier, le monde est avancé vers un multipolaire financier, donc c'est encore trop loin. Ça dépend, parce que vu le pourcentage de yuan, donc de la monnaie chinoise, dans le panier monétaire du FMI... Il occupe peut-être la 3e place. C'est ça, il a classé le 3e derrière le dollar américain et l'euro. Devant le sterling, le pound sterling et le yen. Donc cela montre que finalement on a une bonne attente de la monnaie chinoise, du comportement de la monnaie chinoise. Parce que proportionnellement à son économie et à l'ouverture de l'économie chinoise, la position de la monnaie chinoise ne représente pas totalement l'importance de l'économie chinoise. Parce que la Chine est en train de devenir le premier marché pour beaucoup de choses et l'ouverture de l'économie chinoise est tellement grande que finalement la Chine est sur le point de devenir le premier importateur du monde.
Notamment avec ce qu'elle fait en Asie, c'est important. La banque d'infrastructure que la Chine a créée, c'est parce que la Chine veut se développer essentiellement sur les routes de la soie, et ce sera sans doute plus large. Son projet, une ceinture, une route. Oui, voilà. Et c'est-à-dire que, en fait, on a l'impression que c'est parce que les États-Unis étaient réticents à la laisser se développer à l'intérieur du FMI que la Chine a créé cette banque d'infrastructure. Et ça, on va voir que ça va lui permettre de développer des tas de grands travaux en Asie. De Chine jusqu'à l'Europe. Oui, sans doute. Et ça veut dire que c'est une partie du monde qui bouge, qui se développe, notamment sur le plan financier. Il faut financer tout ça. Et cette banque est importante. On a bien vu d'ailleurs que les pays européens se sont précipités pour être parmi les créateurs, y compris la livre sterling. Non, livre sterling. L'Allemagne, l'Angleterre, est le premier qui a. Tout à fait. Alors que les États-Unis lui disaient n'y allez pas. Ils y sont allés tout de suite. Et la France et l'Allemagne ont suivi. Enfin, c'est quelque chose qui démontre qu'il reste une activité importante, malgré la crise mondiale, il reste une activité importante dans cette partie du monde, l'Asie. Et puis, la deuxième chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le développement va surtout se faire, je pense, dans les années qui viennent, à l'intérieur de la Chine. J'avais même lu un article écrit par votre ancien Premier ministre de Villepin, qui a dit beaucoup de bien sur cette banque, sur ce projet d'une ceinture, une route. Mais la monnaie chinoise, yuan, renminbi, en France, par exemple, on connaît bien le dollar, on connaît bien l'euro, bien sûr, on connaît yen, on connaît livre australien. Et yuan, alors, le renminbi, est-ce que la population française le connaisse? Non, pour l'instant, non. On est à la veille d'un développement. Ça va venir. Il commence à y avoir des banques chinoises installées à Paris et à Lyon et à d'autres villes. Je pense que c'est le début d'un processus. Et le fait que le FMI maintenant ait pris du yuan dans ses réserves, il y a des réserves un peu partout en yuan, ça va faire que ça va être une monnaie connue, bien sûr. Mais on ne peut pas encore en changer. Par exemple, un touriste chinois arrivé en France, est-ce qu'il peut changer son renminbi contre l'euro? À Paris? À Paris? À Paris, oui. Oui, bien sûr. Dans les bureaux de change, c'était rare. Et c'est illégalement, non? Non. C'est légalement? Votre question est curieuse. La monnaie chinoise c'est tout à fait possible. avec le prix d'achat et de vente. C'est marqué. Oui, il n'y a pas de problème. Toutes les monnaies sont marquées, y compris le yuan. Bien sûr qu'on peut changer. Le yuan, théoriquement, il n'est pas interchangeable. Il n'est pas convertible. Convertible, voilà, c'est le mot qui m'échappe. Mais en fait, c'est théoriquement, la réalité, oui. Théoriquement, le yuan n'est pas convertible librement, etc. Mais en fait, comme il y a beaucoup de marchés offshore, comme on dit, Paris est un des marchés offshore très importants en Europe. Donc, à tel point que je ne savais pas que c'était pas permis. Moi, non, c'est permis. Parce qu'il y a un besoin, il y a un marché, donc finalement, on fait. Mais si on remonte à il y a 15 ans, la monnaie chinoise n'était pas autre monde. Oui, c'est autre chose. Alors que ça change vite. Aujourd'hui, la monnaie chinoise est reconnue un peu partout maintenant. C'est un peu pareil comme dans d'autres domaines de la Chine, c'est que il y a à la fois la théorie et la pratique. C'est toujours les deux choses différentes. Bon, et Téifan, alors, après cette banque, comme Richard avait dit, il va financer le projet, une ceinture, une route, etc. Et à part de ça, est-ce que la Chine dit toujours que cette banque n'est pas une concurrence contre la FMI, Oui. En fait, le FMI joue un rôle de compensation de devises. Quand un pays fait face à une pénurie de devises à court terme, etc., le FMI joue le rôle d'une banque qui lui prête un peu de devises pour passer une période difficile, etc. Mais en même temps, la Chine a aidé ces pays à construire une banque de développement. La banque d'investissement dans les infrastructures correspond un peu à la Banque mondiale, non pas comme le FMI.
Il joue le rôle. Elle fait les projets. Elle fait les projets, elle finance des projets à long terme. Avec des crédits favorables, etc. C'est une institution de financement des projets d'infrastructure à long terme, à moyen et à long terme. Alors que parallèlement, nous avons créé aussi des mécanismes de sauvetage ou de secours pour des pénuries de liquide ou de devises, pénuries de devises. Comme entre les pays de BRICS, à Shanghai, la banque, je rappelle, la nouvelle banque de développement est déjà en fonction. Et parallèlement, ils ont créé aussi un mécanisme, comme en Europe. En Europe, vous avez créé aussi un mécanisme, etc., de sauvetage financier, etc., à Luxembourg, qui sert aussi à peu près le rôle de FMI, mais européenne. C'est une version européenne du FMI en Europe. Le mécanisme est situé à Luxembourg. Et en Chine aussi, nous avons créé pour les pays du BRICS un mécanisme de ce genre à côté de la nouvelle banque de développement à Shanghai et pour la banque d'investissement dans les infrastructures en Asie, il y aurait parallèlement aussi un mécanisme pour coordonner les devises, la réserve de devises des pays membres, pour, en cas de besoin, aider ces pays membres à traverser des périodes difficiles. Et Richard, il y a une information qui vient de l'Algérie. Depuis que la Chine a créé son système de paiement, la Chine et l'Algérie ont décidé de financer leur commerce, non plus avec le dollar, mais avec le renminbi chinois. Est-ce que renminbi chinois, dans ce domaine, a ses avantages dans les échanges commerciaux bilatéraux? Est-ce que d'autres pays africains ou d'autres continents vont suivre? Dans ce cas-là, est-ce que renminbi peut concurrencer un tout petit peu, peut-être, le dollar? Oui, ça prendra du temps. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Algérie, sa particularité, c'est qu'elle a une économie importante et qu'elle a des relations économiques importantes avec la Chine. Donc elle a décidé, puisque la Chine est son premier partenaire commercial, elle a décidé de faire ses échanges avec la Chine en renminbi. Voilà, c'est-à-dire que avec d'autres pays, elle continuera en dollars. Oui, mais là, ça fait économiser un intermédiaire. Aller directement d'une monnaie à l'autre, c'est plus facile que d'être obligé de passer par le dollar. Et c'est ça, mais évidemment, ça va sans doute porter sur des sommes importantes, étant donné le nombre d'infrastructures, de travaux, de ventes chinoises qui se passent en Algérie. Et puis, la Banque d'Algérie a été très solennelle en disant, voilà, maintenant, avec la Chine, nous fonctionnons en yuan. Et en fait, ça simplifie la relation commerciale entre les pays. Je pense que la décision va devenir effective en 2016, en 1er octobre 2016. Oui. Mais alors après, pour les autres États... La Chine est le premier partenaire de beaucoup de pays. Oui, bien sûr. Il y a 188 membres au FMI. On va voir lesquels vont peu à peu échanger leurs droits de tirage spéciaux qu'ils ont au FMI. Qui peuvent les échanger avec les monnaies qui en font partie, c'est-à-dire donc, rappelons-le, le dollar, l'euro, la livre sterling, le yen, et maintenant, avec du yuan, ils peuvent en prendre, en particulier s'ils ont besoin de rééquilibrer leur balance des paiements avec la Chine, ils peuvent en prendre. On est entré dans une nouvelle phase pour le yuan. D'accord. Mais Teng Yifan, tout à l'heure, comme vous l'avez dit, c'est... dans le domaine financier, la Chine a encore beaucoup de choses à apprendre. Surtout, cette année, renminbi a dévalué plusieurs reprises. Est-ce que cela veut dire... Oui. D'une manière générale, si on prend la valeur de la monnaie chinoise, en comparaison avec le dollar, il a encore réévalué beaucoup.
Parce que si on prend par exemple le taux de change entre le dollar et le yuan en 2005, Oui. eh bien, le yuan a réévalué à peu près de 30% contre le dollar américain jusqu'à l'année dernière. Et maintenant, elle a baissé un peu de 2 ou 3,%. Mais ça, elle l'a fait cet été. C'est ça. Elle a décidé. Maintenant, maintenant, le taux est stabilisé, mais même avec une dévaluation de 2 ou 3%, comparé à la valeur du dollar de 2005, il a encore réévalué de plus de 25%. C'est déjà beaucoup. Mais ce qu'il faut voir, en tout cas, c'est que le yuan n'est pas une monnaie, une devise complètement convertible. En fait, hein. Les autorités monétaires chinoises, elles continuent d'imposer des restrictions au mouvement de fonds parce que je pense que la Chine veut avant tout contrôler et éviter les fuites de capitaux, disons. Surtout éviter ce cycle un peu vicieux de boom and crash, de prospérité. C'est ce qui s'était passé. D'écroulement du marché. Il y a eu un moment, on a eu peur d'un krach boursier cet été. Le contrôle a joué à plein. Mais je crois qu'il est prévu que ce contrôle s'atténue en 2020. Enfin, petit à petit. C'est très prudent le système chinois par rapport à sa monnaie. Il prend son temps. Et quel est le rapport entre la valeur de renminbi et la bourse de Shanghai qui chute beaucoup, mais ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de lien direct, mais ça a je dirais des effets sur la confiance dans la monnaie. Richard a parlé de la fuite de capital, etc., qui est liée un peu au comportement boursier. Donc quand il y a un crash de la bourse, les gens ont tendance à partir. Et de ce point de vue, le lien n'est pas direct, mais il y a tout de même des effets. Oui, justement, ça me fait penser à un mot qui est devenu très à la mode en Chine, c'est la sécurité financière. Est-ce que la Chine, du point de vue financier, ils progressent, ils avancent, ils internationalisent sa monnaie, etc. Ils ouvrent ses marchés financiers. Est-ce que ça va causer aussi plus de problèmes dans la sécurité financière? Oui, la sécurité financière est d'un mot très large, qui couvre bien les domaines. Oui, on a connu déjà la crise en Europe des années 90, la crise en Asie en 97. On attend toujours, est-ce qu'il y aura des crises? En 2008, il y a la crise aux États-Unis. Est-ce que la Chine, jusqu'à maintenant, heureusement épargnée de cette crise financière, mais est-ce que la crise financière nous guette? Est-ce que la Chine, avec son ouverture, avec son progrès, en fait, cela dépend, parce que la Chine a été affectée, par exemple, par ces crises extérieures, par la crise financière, même par la crise de dette souveraine en Europe, etc., parce que la Chine est la Chine détient beaucoup de dettes européennes, donc la Chine a été affectée aussi. Américaine aussi. Donc ça a été affecté aussi par ça. Et en Chine même, des régions ont été affectées par ces chocs extérieurs, mais aussi il y a des régions qui ont connu ce qu'on appelle des crises bancaires. À Wenzhou, par exemple. Le manque de liquide pendant une très longue période. Dans une certaine période en Mongolie intérieure, etc., il y a eu une crise bancaire, etc., dans la province du Shanxi. Mais en gros, jusqu'à maintenant, nous avons évité une généralisation de la crise. Donc les crises ont été localisées, les crises n'ont pas été dégénérées en une crise nationale. Mais localement, nous avons eu déjà plusieurs crises financières. C'est tout à fait ça. Je crois que le développement de la Chine entraîne forcément des risques de crise, et on est dans un pays où le contrôle de l'économie reste encore important.
il n'y a pas une libéralisation totale. Donc on est un petit peu entre les deux. Le risque de crise, il est limité actuellement par le contrôle des institutions monétaires sur la monnaie chinoise. Ça ne devrait pas déraper, sauf accident, mais on ne le voit pas trop, l'accident. Enfin, le gouvernement fait tout pour éviter une espèce de crise systémique. Exactement. Donc on essaie au point même de prendre des risques de lenteur dans l'évolution de l'économie. Mais tout ça, c'est beaucoup lié, je crois, au développement de l'économie chinoise en interne. Plus, parce que actuellement, étant donné la crise dans le monde, la Chine donne l'impression d'avoir moins confiance dans ses exportations. Ça continue bien sûr d'exister, mais... Oui, mais cette année, la croissance de l'exportation chinoise était négative. Exactement. Donc il va falloir, pour la Chine, se reconvertir plus sur le marché intérieur. Oui, et nationalement, mais selon les régions, nous avons la différence est assez grande. La différence. Exactement, c'est difficile à manager, mais quand même, on reste dans un système qui manage tout ça. Ce n'est pas du libéralisme total. Il y a des volontés d'aller vers plus de libéralisme, mais c'est contrôlé. Donc, tant qu'on en est là... Donc, libéralisme contrôlé. Donc, c'est un mot... Je pense, actuellement, on en est là. Ça va certainement évoluer, notamment pour donner plus de vigueur au marché intérieur. Il faudra le libéraliser plus. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de crise, en tout cas pour l'instant. Et vous confirmez, le titre de notre émission, c'est « La Chine, un pays financièrement émergent ». Vous confirmez, la Chine financièrement commence à... Je trouve que c'est le bon mot, oui, c'est ça. Elle commence à intervenir dans ce domaine avec, quand même, il faut bien voir, elle a la puissance d'intervenir sur les marchés, elle a la puissance et puis une certaine vigueur. En Chine, ce n'est pas un système en train de, comment dire, d'être un petit peu moins performant. On est dans un système où il y a encore beaucoup d'argent qui peut sortir pour alimenter l'économie. Il y a une certaine richesse en Chine qui s'est développée depuis une vingtaine d'années. Et tout ça, ça doit être en faveur d'un développement de la Chine. Donc, alors, il nous reste encore 1 ou 2 minutes. Alors, quel est l'avenir, du point de votre point de vue, quel est l'avenir financier de la Chine? En fait, la Chine est en train de devenir un net exportateur de capitaux. Cette année, la Chine, pour la première fois dans l'histoire, l'investissement chinois à l'étranger va dépasser l'importation. L'investissement étranger en Chine. Déjà, la Chine est le premier pays qui reçoit de l'investissement étranger direct en Chine. Si la Chine dépasse son investissement étranger en Chine, ça veut dire que l'investissement chinois à l'étranger augmente vraiment très très vite. Et cette tendance va avoir un impact important sur la croissance mondiale, parce que ça apporte beaucoup de croissance aux autres pays. La Chine va jouer un rôle important dans le système capitaliste international. De plus en plus. C'est un bon mot pour terminer notre émission. Bon, merci beaucoup. J'espère que l'année prochaine, à la fin de l'année prochaine, on va reparler de ce sujet pour voir si la Chine effectivement deviendra un pays financièrement important. Bon, merci beaucoup pour vous, pour votre analyse, pour votre éclairage. Merci. Et merci pour vous aussi, chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.